celui qui va vous dresser le bilan statistique, quand il a eu son bac au F4, a tout de même eu 3 en maths. Ah, merci Frédéric. Donc, vous comprendrez que les maths, c'est pas ma tasse de thé, mais je reconnais que c'est nécessaire. En astronomie, c'est absolument nécessaire. Pour dresser des bilans, des enquêtes, c'est nécessaire aussi, donc il faut s'y coller. C'est simplement que j'ai un peu plus de mal que les autres. Alors, mes calculs ne sont pas faux, du coup, ne vous inquiétez pas, puisque c'est l'ordinateur qui me les a fait. Et ensuite, par contre, j'aime bien manipuler les graphiques. Vous allez voir, on a des graphiques qui vont être de tous ordres et on va étudier ces graphiques. Mais comme c'est vrai que je ne suis pas habitué à parler chiffres, je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait. Pourtant, je fais plusieurs conférences chaque année. Je vais lire un texte à un moment donné. Quand je vais me mettre vraiment à parler chiffres et analyse statistique, je vais lire le texte que j'ai préparé. Parce qu'autrement, vous allez me voir hésiter, vous allez me voir bafouiller. Bon, certains diront comme d'hab, ok, mais là, ce coup-ci, j'aimerais faire un peu mieux. Hein. Donc, on va commencer par les sources que je vais utiliser. On est une association qui a déposé ses statuts en 2003, mais les plus anciens dossiers d'OVNI Languedoc remontent à 1952. Je parle des cas enquêtés toujours par l'association. 1952, c'est pas hier. Ce sont des cas régionaux pour la plupart, vous allez voir, mais pas que. Outre les enquêtes et observations récentes, on a des ufologues de l'association qui exhument de vieux dossiers. On en a parlé avec certains déjà hier. Et on appelle ça des contre-enquêtes. On reprend des vieux dossiers qui n'ont pas été expliqués et on essaye de réaborder le sujet avec un œil neuf et, si possible, de trouver de nouvelles infos. Alors, il y a quelque chose qu'il faut savoir, on peut toujours trouver de nouvelles infos, il suffit de savoir où chercher. Hein. Dans un cas qui date effectivement des années 50, que vous connaissez peut-être, celui de Rose C, eh bien, on croyait tout savoir. Non, on ne sait pas tout. Il y a des archives qui n'ont pas été exploitées à l'époque, qui n'ont pas été publiées et qui contiennent des informations différentes de celles que l'on connaît. Les contre-enquêtes nécessitent de rencontrer les personnes impliquées dans le dossier, lorsque c'est encore possible, hein, des témoins, des enquêteurs, des médecins. Dans le cas de Rose C, par exemple, elle avait été suivie par un médecin d'Alès, de passer en revue les archives quand elles sont conservées, et de prendre connaissance des publications qui ont déjà été faites. Il est évident que, et on en parlait aussi, hein, les débats ont été riches ce week-end. On disait que les jeunes qui arrivent en ufologie, ils croient tout savoir, mais ils ne regardent pas ce qui a déjà été fait, ils refont les mêmes erreurs. Donc c'est important effectivement de savoir ce qui a été fait, ce qui a été publié, articles, livres, etc. Et de partir de là et de ne pas commettre des erreurs qui ont pu déjà être commises dans le passé. On parlera donc de Rose C un petit peu dans ces analyses. On parlera de Manissès, mon dada, il y en a qui vont déjà s'enfuir, il y en a encore. Oh, mais je parie, attendez. Oh, il va falloir mettre un peu d'eau dans mon moulin. Combien d'entre vous ne savent pas de ce dont je parle quand je dis Manissès, le cas Manissès? Vous voyez, il y a pas mal encore. Hein. J'ai encore du boulot, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'un cas enquêté? C'est assez simple. Nous, on commence toujours avec une fiche de pré-enquête qu'on donne directement aux témoins ou qu'on envoie par mail. C'est une fiche qui nous permet de réunir des informations pour savoir si le dossier mérite d'être étudié ou pas. En gros, je vais caricaturer, mais je fais simple comme ça. La fiche nous revient avec « j'ai vu un truc brillant il y a 15 ou 17 ans, je ne sais plus trop où, je ne sais plus trop quand ». Bon, le témoin est gentil, mais avec des infos comme ça, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, hein? Donc on va s'arrêter à la fiche de pré-enquête. Si la fiche de pré-enquête revient par contre bien remplie en disant, ben voilà, c'était il y a 2 mois, le 17 juillet, c'était à 17h32 à tel endroit bien précis, avec ou pas d'autres témoins, enfin toutes les informations bien remplies, là on se dit le témoin est très sérieux, il a de très bonnes informations, on va pouvoir travailler avec lui, on va avancer avec lui, hein, tout simplement. On nomme, ça c'est pour Chantal,
toujours des binômes d'enquêteurs, et de temps en temps, ça devient des trinômes parce qu'on met une petite jeune, en l'occurrence, dans une équipe d'enquêteurs un peu plus confirmés pour la former. Et il y a eu des années, on a fait des formations l'été, sans véritables enquêtes, des formations classiques du genre court, mais on ne l'a pas refait, effectivement, je crois, depuis la Covid, on a laissé tomber, Vincent, il me semble. On commence toujours par une rencontre avec le témoin. Alors, vous connaissez le GEPAN, j'imagine, du CNES. J'étais au GEPAN 2 organisé par le GEPAN à l'automne. J'ai découvert avec une certaine surprise qu'au GEPAN, il n'est pas nécessaire de rencontrer les témoins pour faire une enquête. Ça peut très bien se faire en distanciel, il n'y a pas de souci, c'est très bien. Et la plupart se font en distanciel. Bon, nous, on fait tout le contraire, on commence par aller à la rencontre du témoin et discuter, tout simplement. On passe 1 heure, 1h30, 2 heures à discuter, obtenir des informations, échanger des infos avec un témoin. C'est un préalable. Ensuite, on passe à l'enquête de terrain. Donc, on va contacter, par exemple, si c'est vers Montpellier, l'aéroport de Fréjord, on va contacter les gendarmeries, on va contacter les pompiers, depuis que notre Thierry a eu l'excellente idée de passer par les pompiers, qui ont des infos aussi. On va contacter pas mal de monde, tous ceux qui peuvent aider à l'avancement de l'enquête. Et plusieurs fois si nécessaire. Et ne pensez pas qu'on est jeté par la gendarmerie. Les gendarmes, ils sont toujours... j'ai aucun cas où le gendarme nous ait claqué la porte au nez. Ils nous accueillent toujours correctement. Parfois, on a même droit à un café. On ne leur donne pas le nom des témoins et à l'inverse, eux ne nous le demandent pas. Mais ils nous diront, par exemple, si on leur dit, ben voilà, avant-hier, on a des observations à tel endroit, est-ce que vous avez quelque chose? Ils nous diront oui, non. Si c'est oui, ils nous diront peut-être combien de gens les ont contactés, mais pareil, on ne leur demandera pas le nom des témoins, et eux, de toute façon, ne nous le diront jamais. Le contact pendant l'enquête est maintenu avec le témoin, alors ça ne veut pas dire qu'on lui casse les pieds tous les jours, ni même toutes les semaines, mais à chaque étape importante, on envoie un petit mail, on passe un coup de fil, ou on va le voir s'il faut, on entretient le contact. Vous avez vu hier Sonia qui était là. Sonia, on l'a vue pas mal de fois, Martine plusieurs fois, j'ai perdu Martine, devant. Et je l'ai vue un peu plus souvent, même après. Donc, on maintient le contact, vous voyez, ça permet d'avancer. Alors, dans son cas, on n'a pas trouvé, mais parfois, on trouve et on explique aux témoins. Alors, il y a eu un cas de témoin qui nous a carrément jeté dehors. J'étais avec Philippe, il a refusé notre explication, elle a refusé notre explication. Bon, ben voilà. On a une méthodologie à suivre, qui est en partie d'ailleurs inspirée du GEPAN, en particulier pour le compte rendu. On a un certain format, quoi. Voilà. Alors, le nombre d'observations. Vous avez vu, il y a une jolie courbe. Bon. Vous avez des années. Le nombre de dossiers traités chaque année a tendance, grosso modo, à augmenter avec le temps, avec des moments dits calmes, c'est-à-dire que ce sont des moments où on a peu d'observations qui nous sont rapportées, et des moments où les observations sont plus nombreuses. Alors honnêtement, ce n'est pas exceptionnel, c'est partout pareil, tous les ufologues vous le diront, certains vous parleront de vagues quand il y a beaucoup d'observations, etc. Il faut du temps pour qu'une association se fasse connaître, comme la nôtre en tout cas, et qu'elle devienne, entre guillemets, incontournable. Aujourd'hui, vous tapez OVNI, il n'y a même pas besoin de taper OVNI Montpellier, Nîmes ou quoi, on est parmi les mieux classés des référencements, et vous allez forcément nous contacter. C'est pour ça qu'on a des gens qui nous ont contactés, vous allez le voir de la Réunion, et d'ailleurs, bon, et ça fait un peu loin, je suis d'accord, mais on essaye de répercuter à des ufologues locaux dans ce cas-là. L'association, je ne sais plus si je vous l'ai dit, a été créée en 2003. Il ne faut pas l'oublier. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas commencé à travailler avant. On était déjà 3 avant, les fondateurs de l'asso, et nous avons mené des enquêtes quelques années avant déjà. De 2003 à 2006, les observations qui sont signalées sont plutôt rares. Aucune en 2003. C'est l'année de création de l'asso. Est-ce que c'est parce qu'on ne nous connaît pas ou parce qu'il n'y a pas eu d'OVNI qui sont passés par ici? Aucune idée. De 1 à 3 par an pour la suite.
Alors ça s'explique effectivement parce qu'on vient de naître, la médiatisation de notre assaut n'est pas très importante, elle est restreinte on va dire. Peu de témoins du phénomène OVNI nous connaissent, donc peu nous contactent. Et même chose, je vous disais qu'aujourd'hui on est très bien référencé sur Internet. À l'époque, vous tapiez OVNI Languedoc, vous nous trouvez à la 8e ou 10e page. Donc il y a longtemps que vous aviez abandonné la recherche. De 2007 à 2014, les observations rapportées à OVNI Languedoc sont plus nombreuses. Vous le voyez, vous avez besoin que je vous montre du pointeur laser ou vous suivez? Vous suivez, je pense. Bon. Elles sont plus nombreuses, plus régulières. Elles sont désormais entre 4 et 6 par an. Plusieurs sont à haut degré d'étrangeté avec des RR3. On a même un MIB, un Men in Black, lors d'une observation. En 2015, vous le voyez, l'année est creuse, hein, il y a une chute de la courbe, on a seulement 2 observations. En 2016, on est reparti avec 9 observations qui nous sont rapportées. En 2017, on repasse à une seule, puis on remonte à 6 en 2018, 5 en 2019, 9 en 2020. On s'arrêtera pour 2020 dans cette analyse statistique. Les chiffres plus récents impliquent aussi des enquêtes qui sont toujours en cours. Donc on verra, les chiffres, les dates, pardon. On verra ça, on réactualisera une autre fois. Le lancement des satellites Starlink de la société SpaceX d'Elon Musk explique pour une bonne part le grand nombre d'observations cette année-là. Le public n'est pas encore très au courant de ces lancements par train de satellites. Donc il nous appelle assez souvent, il s'étonne du spectacle. Voilà. Sur les 9 observations de 2020, 7 sont expliquées par des satellites Starlink. Comment peut-on expliquer ces écarts entre années? Une année, il n'y en a pas, l'année d'après, il y en a beaucoup. Ces mini-vagues, comme disent certains, franchement, ne s'expliquent pas. On a cherché des explications météo, par exemple. On s'est dit, est-ce que les années où il fait beau, les étés où il fait beau, on a plus d'observations que les étés où il ne fait pas beau? Non, ça ne marche pas. Ça n'a rien à voir, apparemment. C'est pas lié. Si l'on compare les années 2016-2017, par exemple, 9 observations rapportées et une seule, on s'aperçoit que le facteur météorologique n'est clairement pas d'actualité. Ce n'est pas une source d'explication. La couverture nuageuse était beaucoup plus importante l'année où on a eu plus de rapports d'OVNI que l'année où on en a eu moins. Alors depuis 2020, petite parenthèse quand même, on est passé jusqu'à 18 témoignages par an. Alors, toujours pareil, est-ce que c'est parce qu'il y a plus d'OVNI ou est-ce qu'on est plus connu? J'en sais rien. Aucune idée. Les lieux d'observation, vous voyez, ils sont multiples. Ce sont les cas qu'on nous a rapportés. Les lieux d'observation, j'ai indiqué le département ou le pays, je crois, oui. Alors, ils proviennent essentiellement de l'Hérault, 38 cas, le Gard, 25 cas, 11 pour les Pyrénées-Orientales, 8 pour l'Aude, mais si vous regardez, on en a un petit peu partout. On a 3 enquêtes, 3 dossiers enquêtés dans le Var, 2 dans les Landes, le Sud-Ouest, 2 en Espagne. Donc, on nous contacte d'un petit peu partout. À nuancer, certains dossiers, c'est nous qui nous en saisissons nous-mêmes, ce sont les contre-enquêtes dont je vous parlais tout à l'heure. Les contre-enquêtes, par exemple Manissez ou Rose C, ce sont des contre-enquêtes, ça s'est passé il y a longtemps, très longtemps pour Rose C, moins longtemps pour Manissez, et c'est nous qui avons décidé de retravailler là-dessus. Bruno, qui n'est pas là, a réalisé une excellente contre-enquête sur un cas à Assas. Les heures d'observation. Oui, je change de graphique à chaque fois, je suis joueur. Concernant les principales heures où ont eu lieu les observations, cela se passe la plupart du temps entre, et vous vous en doutez, 19h et minuit. S'il est exact qu'une observation d'OVNI peut se faire à n'importe quel moment, 50% se font dans ce créneau horaire. C'est l'heure où les gens sont dehors, ils se détendent après le travail, sur la terrasse, dans le jardin, au bord de la piscine. Et effectivement, on a beaucoup de témoins quand ils nous contactent, ils disent on était au bord de la piscine, on était en train de prendre l'apéritif, etc., etc. On fait attention au taux d'alcoolémie aussi. Hein. On n'enquête pas sur des cas où les témoins seraient un peu trop alcoolisés. Cela veut dire
que même si l'alcool n'est pas absent, on considère que toute enquête doit être enquêtée. Les informations obtenues sont à 99% fiables, on en parlait avec je ne sais plus qui aujourd'hui. Le témoin est fiable, il est crédible, simplement parfois il se trompe. Quand je dis qu'il est fiable, je ne veux pas dire qu'il a toujours raison. Si vous connaissez la vidéo de la partie de basket où on vous demande de compter le nombre de passes, et à la fin on vous pose une question, c'est quoi? Qu'est-ce qui est passé au milieu pendant la partie de basket? 99% des gens vous diront bah, j'ai rien vu, alors qu'il y a un ours qui est passé au milieu du terrain de basket. Mais on compte les passes de basket, 1, 2, 3, 4, on ne voit pas l'ours. C'est un faux ours, c'est un gars habillé en ours. Ben voilà, vous voyez ce que je veux dire, le témoin est fiable, ça ne veut pas dire qu'il a exactement vu ce qu'il nous dit avoir vu. Pareil, ici, si je vous demandais la tenue vestimentaire du dernier conférencier, je pense que j'aurais un certain nombre de tenues différentes, de couleurs, de vêtements, etc. Ah, là, on a une divergence. La chemise n'était pas ouverte. Nombre de témoins. Combien y a-t-il de témoins à chaque fois? La plupart du temps, l'observation est faite par un témoin unique. C'est 62% des cas. Mais dans 28% des cas, les témoins sont 2, et dans 6%, ils sont 3. Plus de 3, c'est extrêmement rare. Ce n'est que dans 4% des cas, si j'ai bien fait mes calculs, que les témoins font partie d'un groupe plus nombreux. Ça peut aller jusqu'à plusieurs dizaines de témoins, comme dans le dossier de Manissès. Témoins au sol et témoins en l'air. On a alors on ne l'a pas vu tellement dans la région, mais il y a une chose aussi différente. Des témoins, parfois, vont observer un phénomène ovni là, et les voisins qui sont là ou là ne le verront pas. Donc il y a aussi ce phénomène-là qu'il faut prendre en compte, mais ça n'est pas dans nos statistiques, puisque nous, on n'y a pas eu affaire. La forme des observations, de ce qui est observé, pardon. Alors les témoins, ils décrivent des phénomènes aux caractéristiques variées, au point que si vous regardez le schéma, parfois il n'est pas tellement lisible. Bon, là, vous voyez très clairement les formes les plus décrites, ce sont les lumières rondes, en déplacement la plupart du temps. C'est 47% des observations. C'est l'écrasante majorité. Après, les pourcentages sont plus faibles. Les observations de triangles qui viennent en seconde position s'élèvent à 13% des cas. Les autres formes, cigares, gouttes, formes non définies, pas très claires, ovnis non lumineux, toutes les autres caractéristiques, c'est entre 0,5 et 5 et 0,7%. Les RR3, les R4 aussi. C'est très très peu courant. Il faut noter également que dans la même observation, on peut avoir plusieurs formes. On peut avoir par exemple dans un premier temps l'observation de phénomènes lumineux à distance, et je pense à un cas particulier, lorsque le phénomène se rapproche des témoins, la lumière en passant au-dessus devient un triangle. On voit que cette lumière n'est pas simplement une lumière, mais est aussi un triangle. La couleur. Le blanc domine largement. Après, on a l'orange. Alors, en pourcentage, je ne vous l'ai pas donné, le blanc, c'est 37%. Là, c'est le nombre que vous avez là. En pourcentage, ça fait 37%, l'orange, 17%, le jaune et le rouge, 11%, le vert, 6%. Bon, je ne vais pas tous les faire. En tout, on a 10 couleurs qui reviennent la plupart du temps dans les témoignages. Ou alors, on en a qui n'apparaissent jamais. Il y en a bien une qui ne nous a jamais été donnée, c'est le rose. Le rose, alors oui, il y est, c'est vrai. Parce que je voulais qu'il apparaisse dans mon tableau statistique, ça ne marchait pas si je ne mettais pas un. Donc, mais le rose ne nous a pas été communiqué. Alors pourquoi? Et d'autres couleurs aussi, aubergine, etc. Alors, dans toutes ces couleurs, je sens que Gilles a déjà commencé à s'agiter. La plupart correspondent, le blanc, le rouge, le vert, ça correspond au feu de navigation d'un avion.
Donc, est-ce que ça veut dire automatiquement que les gens ont confondu avec un avion? Pas forcément. Mais disons que ça donne des pistes pour la recherche d'explications. Le feu anti-collision est blanc, le rouge est à gauche sur l'avion, le vert est à droite. Donc, bon, ça, quand même, ça donne une indication. Ça ne veut pas dire, je le répète, qu'à chaque fois qu'un témoin nous décrit qu'il y a eu des lumières blanches ou rouges, ça soit un avion. Il y a des moments où on a pu expliquer ça effectivement par le passage d'avion. C'est relativement facile si les informations sont récentes. Mais il y a eu des moments où on n'a pas pu le définir. Alors, il y a d'autres éléments qui peuvent être pris en compte, en plus de tout ça. C'est la globalité du phénomène, par exemple. Toutes ces caractéristiques que je vous donne, elles ne vont pas être étudiées séparément. Il va falloir les prendre en compte communément. Et d'autant plus que dans certains cas, celui où on a 2, 3 témoins ou un manifeste plus de 40, ben, les témoins ne décrivent pas la même chose. Certains utilisent des couleurs qui sont différentes, certains vont évoquer des formes différentes. On va tous fonctionner avec nos schémas culturels, nos acquis, qui ne sont pas forcément les mêmes que ceux des autres. Et le vocabulaire aussi va être modifié. Pourcentage des cas expliqués. Alors, je me suis trompé dans ma mémoire, je croyais que c'était 45%. Et en préparant le dossier, c'est 41%. 41% des cas ont été expliqués, des cas enquêtés par OVNI Languedoc, et 59% donc ne l'ont pas été. Je vais nuancer un petit peu. 41% des cas expliqués, toutes les explications ne sont pas, je dirais, prouvables. C'est parfois difficile de prouver que ce qu'a vu un témoin, c'est ce qu'on lui dit. Je prends un cas tout bête, des petits avions, des Robin, des R400, des Cap 421, je crois, etc., des monomoteurs à hélice. Le monomoteur à hélice, on ne va pas pouvoir leur présenter un plan de vol. Même si on est sûr que c'est ça, à certains moments, il va falloir nous faire confiance parce qu'on ne pourra pas présenter le plan de vol, par exemple. Autre chose, une fois, on a eu un avion qui a disparu des radars et qu'on a retrouvé posé sur la plage des Aresquiers, que vous connaissez sûrement. Elle est bien connue. Cet avion qui a disparu du radar et qui s'est posé sur la plage des Aresquiers l'a fait avec un pilote inconscient. C'est assez mystérieux, on s'est dit qu'est-ce qui s'est passé. Bon, ben, on a obtenu un résultat par la bouche de médecins. Pareil, quand on va voir, quand je vous présente le cas, je ne peux que vous donner ma parole, les médecins ne nous ont pas donné le dossier médical du pilote. Mais en fait, le pilote a eu un évanouissement, il s'est réveillé en train de chuter et il a pu stabiliser et poser son avion sur la plage. C'était un pilote de voltige. À un moment donné, il a dû exagérer. Je ne peux pas vous le prouver, je ne peux pas le prouver à un témoin, mais pourtant, les médecins qui nous ont parlé nous ont certifié que c'était ça. Donc moi, je crois les médecins. Après, pour la disparition du radar, c'est tout simple à expliquer. Tiens, on va faire un petit exercice. L'aéroport de Fréjorgue, à part nos amis parisiens, vous savez où il est tous? En théorie. Bien. Question. Alors, pas ceux de l'assaut qui connaissent déjà l'histoire. Question. Où se trouve le radar qui capte les transpondeurs à Fréjorgue? À l'ODEV. Donc, nous, comme des idiots, on ne comprenait pas comment il avait pu disparaître du radar des Aresquiers à Fréjorgue, c'est tout plat. Mais si vous regardez entre les Aresquiers et l'ODEV, vous avez une montagne. Et ceux qui ont gardé les archives, etc., on ne saurait pas qu'en fait, il y avait un deuxième témoin. Il n'y avait pas que Rosecé qui a témoigné d'avoir vu des géants extraterrestres, etc. Il y avait un deuxième témoin. Le deuxième témoin n'est jamais apparu. Très certainement parce qu'il était mineur. Et pourtant, dans les archives, on retrouve ce deuxième témoin qui, lui, a témoigné plus ou moins de la même chose. Il y a des petits couacs, je dirais. Il témoigne effectivement qu'il a vu une dame voir des géants, etc., etc. Bon, je ne vous refais pas toute l'histoire. Simplement, il appelle cette dame une mamée.
Or, une mamée, c'est une dame âgée plutôt, c'est une mamie, c'est une grand-mère. Et Rose C avait 24 ans. Bon, après, il est mineur, je vous dis, c'est un jeune ado. Est-ce qu'il peut confondre, ou alors est-ce que l'histoire de Rose C a été vécue par quelqu'un d'autre que Rose C? J'en sais rien. C'est assez intriguant. Donc les contre-enquêtes sont nécessaires. Alors tout ce que je vous ai dit, je l'ai détaillé et plus encore dans ce bouquin, si ça vous tente. Mon éditeur sera content. Il m'a dit qu'on en avait moins vendu que l'an dernier. Ouais, donc c'est pas bien. Il faut acheter. Donc vous y retrouverez le cas de Manissès, et c'est le cas de Rose C aussi. Manissès étant le seul cas, à ma connaissance, avec un rapport militaire qui relate une observation d'OVNI, un détournement d'avion civil qui vient se poser en urgence à Manissès, c'est là-bas, c'est l'aéroport de Valence, en Espagne. Et le décollage de la chasse pour intercepter ces OVNI avec une quarantaine de témoins au sol, les pilotes civils de l'avion de ligne témoins, les pilotes de chasse témoins, et le radar, c'est ça qui change tout pour moi, le radar militaire en mode actif, les radars militaires espagnols qui captent, qui voient, qui éclairent les ovnis. C'est ça qui change tout pour moi. Parce que les témoignages, je le maintiens, c'est vérifiable, les gens croient ce qu'ils ont vu, même s'ils n'ont pas toujours vu ce qu'ils ont cru voir, mais le fait qu'il y ait une trace radar qui confirme les avis, les témoignages de pilotes civils, de pilotes militaires, de gens au sol qui vont du garage de chez Renault. Non, les contrôleurs aériens, je cherchais. Donc il y a plus de 40 témoins comme ça. Donc c'est pour ça que je reparle souvent de Manissès. Pour moi, c'est le dossier le plus solide, beaucoup plus solide que Transan-Provence, que Valençol, que la Marante, que le vol Nice-Londres, ou tout ce que vous voulez. Hein, voilà. Merci. Alors s'il y a des questions, par contre, allez-y. L'avion de Manissès, l'avion ne part pas de Suisse. L'avion ne part pas de Suisse. Non, il part d'Allemagne. D'Allemagne. J'ai dit que j'étais pas au courant, mais en fait, tu nous l'as dit. Mais t'as lu mon bouquin? Non, t'as pas lu mon bouquin, tu m'as dit. C'est le cas le plus solide. Le juge, alors en Espagne, il y a celui qui enquête sur des dossiers militaires, ça s'appelle un juge instructeur. C'est un officier de l'armée, en l'occurrence c'était le capitaine Moreno de l'armée de l'air espagnole, et il a fait quand même 149 pages de rapport où il a émis toutes les hypothèses, les planètes, les machins, les bidules, les avions pour la drogue. Ça colle pas, il n'y a rien qui colle, et il finit par dire, c'est sa conclusion, je vous la résume, un avion a une... Enfin, non, una nave, comment on dit en français, una nave une nef, ouais, un vaisseau, oui, c'est bien un vaisseau. Un vaisseau extraterrestre, disposant d'une propulsion inconnue à voler dans le ciel espagnol avec des capacités supérieures à la chasse. Et ils avaient des avions français, hein, c'était ce qui se faisait de mieux. Donc voilà. Bon, bref, question. Oui, c'est peut-être une remarque, une question, mais quand tu nous as présenté le camembert avec qui montre qu'il y a quasiment la moitié des observations qui sont des lumières, en fait, des lumières. C'est un des trucs que tu as montré au début. Voilà, lumière pour sphère. Ça me paraît justifier pleinement le fait que maintenant, plutôt que OVNI, on dit PAN, puisque OVNI a le mot objet, PAN, phénomène aérien non identifié. Tout à fait. Donc on voit des lumières, est-ce que c'est matériel ou pas, ça on ne le sait pas. Donc moi, c'est un truc que je suis très partisan de parler de PAN plutôt que d'OVNI. De toute façon, oui. C'est plus restrictif. Oui, c'est vrai qu'en conférence, j'ai tendance à parler d'OVNI parce qu'on parle plus d'OVNI, mais je préfère aussi le mot PAN. Il y en a un que j'aime pas du tout, par contre, qui est apparu cette année, c'est UAP. C'est de l'anglais. Unidentified Flying Phenomenon. C'est synonyme de PAN, quoi, c'est la même chose. C'est la même chose en anglais. Qu'est-ce que tu dis, Gilles? Oui, mais c'est de l'anglais. Ah oui, mais c'est pas, je ne reproche pas aux Anglais de le reprendre, je reproche aux Français de le reprendre. Est-ce qu'il y a dans l'année une période où les observations se font plus nombreuses? Style, par exemple, peut-être au mois de décembre, parce que c'est une fête religieuse, il y a beaucoup plus
d'étoiles vu l'inclinaison de la Terre, etc., etc. Voilà, c'est ma question. Oui, c'est l'été, enfin, quand il fait beau. En gros, d'avril-mai à septembre. Toujours. Mais c'est pas parce qu'il y a plus de monde dehors. Il y en a peut-être autant en hiver, mais les gens sont chez eux. Oui. Alors que C'est peut-être parce qu'il y a plus de monde dehors, oui. Ou alors il y a... Je sais pas. Après, oui, c'est possible. Tout ceci, ça a été fait sur un échantillon assez réduit et mathématiquement parlant, honnêtement, ça ne suffirait pas. C'est-à-dire que je n'ai retenu que les cas véritablement enquêtés, Ouais. ce qui fait en tout 114. Alors qu'on a beaucoup plus de cas, mais qui n'ont pas été enquêtés, faute d'informations souvent. Donc, statistiquement, ce que je vous ai présenté, si j'avais un prof de maths, il y a un prof de maths, je pense qu'il me dirait 114 cas, c'est pas significatif. Il faudrait 800, 1000 cas. Et depuis que le phénomène existe, est-ce que ça se fait aussi par vague d'années, c'est-à-dire au bout de 2 ans, 3 ans, 5 ans? Alors, non, c'est pas les vagues régulières, mais ça se fait comme ça, oui, effectivement. Alors, la première vague connue dans l'histoire, c'est 1897, aux États-Unis. Là, effectivement, on a vu ce qu'à l'époque on qualifiait de dirigeable, de je ne sais quoi, mais qui n'avait pas les caractéristiques de dirigeable. Mais bon, comme à l'époque on connaissait les dirigeables, on les appelle comme ça. Donc c'était localisé aux États-Unis, à l'Amérique du Nord. Nous, la vague suivante, c'est... Bon, il y a eu toutes les histoires de Roswell et compagnie, ok. Mais la vague suivante, c'est 1954, si mes souvenirs sont bons. Là, qui nous concerne nous aussi, 1990 par exemple. Quand je dis 90, ça peut être 91, 89. Donc oui, c'est par vague. Il y a des vagues où on va avoir des quantités astronomiques d'observations. Et comme nous, alors je crois que c'est en 2006, 2007, je ne sais plus, enfin, on a eu 2-3 ans, que dalle. Hein? Il y en a eu plein dans le passé, mais aucune n'a tenu sur la longueur, quoi. Donc, non. Des théories, il y en a, on peut en sortir une dizaine, mais des théories qui ont tenu la route, aucune. Ou alors je l'ai loupé, c'est possible aussi. Alors, il y en a qui ont essayé d'établir des schémas prédictifs pour savoir quand sera la prochaine vague. Bon, alors on attend de voir. Ouais. Mais il y a... Ça me fait penser à notre ufologue qui est en train de mettre au point une base de données, de vocabulaire, qui permettrait d'être prédictive aussi. C'est-à-dire, statistiquement, de prévoir certaines choses. L'ennui, c'est que, bon, le nom de l'ufologue, peu importe, ça me reviendra. Et j'ai posé une question, je lui ai posé une question parce que ça me paraissait bizarre. Il travaille en français. Il n'est pas français. Mais sa base de données est en français. Mettons, il est belge. Or, sa base de vocabulaire va reposer sur du français belge. Sa méthode, à mon avis, ne peut fonctionner qu'avec des Belges qui parlent français. Parce que nous, on ne va pas utiliser le même vocabulaire, les anglophones encore moins, et sa base de données qu'il est en train de créer, après c'est le début, il m'a dit c'est le début, je vais avancer. Sa base de données n'est que sur du français. C'est assez bizarre. L'idée est bonne, hein, pourquoi pas créer une base de données de vocabulaire qui permette de faire progresser les choses, ok. Mais qu'avec du français, encore un vocabulaire qui n'est pas très courant. Non, pas en flamand. Monsieur Vaillant, on est allé à sa conférence là, vers le mois de, je crois que c'est mars, non? Février, je ne sais plus. Et lui, il a fait un calcul, il a dit qu'en 2035, il y aurait beaucoup d'ovnis qui viendraient. Donc préparez vos appareils photo, vos caméras. Oui. D'après lui, il y aurait une vague d'ovnis qui va arriver en 2035 qui serait assez importante. Voilà. Donc ça, c'est lui qui l'a dit, il a fait des statistiques. Michael Vaillant a travaillé en tant que contractuel pour le GEPAN pendant une quinzaine d'années, j'ai pas compté, c'est peut-être vers. Hein. Pour le GEPAN, effectivement, il faisait des études de statistiques, ce qui l'a amené à cette conclusion. Il ne travaille plus pour le GEPAN. Dis-moi, en supposant que quelqu'un ait beaucoup de dossiers, beaucoup de dossiers, ça veut dire...
Ben c'est ça, oui, mais avec beaucoup de dossiers, avec beaucoup de dossiers. Le phénomène ovni, par définition, est imprévisible et pas reproductible. Donc, je suis pas sûr que ça mène à quelque chose. On verra en 2035, hein, mais je suis pas sûr. Est-ce que vous échangez avec d'autres régions? Ben, là, ils nous ont refilé 2 parigots, déjà. Je vous rappelle que je vous ramène ce soir, les gars. Hein. Soyez pas méchants. Oui, on échange, bien sûr qu'on échange. On a travaillé avec le SO là, récemment, c'était qu'en juin. Le SO nous a demandé si on pouvait aller récupérer des archives, justement, à 2h15 de route d'ici. On l'a fait. Quand on a un dossier qu'on ne peut pas enquêter, qui est à Lille ou à Lyon ou ailleurs, on le repasse à quelqu'un. Oui, on a des contacts, y compris avec l'Espagne, beaucoup de contacts avec des ufologues espagnols, italiens, suisses, belges. En plus, bon, je ne vous dirai pas où, mais il y a un certain Belge qui passe ses étés dans le Gard. Ça aide. Et anglais, Philippe Mantel, par exemple, qui nous... Et ça me pose problème parce que je ne parle très mal anglais, je l'écris très mal aussi. Mais bon, j'échange chaque semaine avec lui. Et un aux États-Unis. Donc aux États-Unis, on n'en a pas tellement. Mais autrement, oui, s'il y a un réseau. Bon, pour être honnête, ça fonctionne par affinité. Si vous vous entendez bien avec les gars d'ailleurs, ça fonctionne bien. Si vous vous entendez pas bien, ça fonctionne pas. Et à partir de ces données, est-ce que tu établis une carte géographique pour avoir des fréquences plus importantes dans certaines zones? Voilà. Est-ce que tu arrives à faire des... Je ne l'ai pas fait là récemment, mais on peut le faire. Mais comme tu te doutes, ça sera l'Hérault qui sera mis à l'honneur, Oui, suivi du Gard. Et les autres, ils seront, si tu fais une carte par anamorphose, c'est-à-dire que tu représentes en fonction de la taille et l'importance du phénomène observé, tu vas avoir l'Hérault qui va occuper la moitié de la feuille, le Gard un tiers, et tu auras des petits points pour les autres. C'est parce qu'on dit qu'il y a des zones en fonction de la géologie, les zones polluées, enfin, il y a tout un tas de... Alors, ça, c'est Robert, je ne sais pas si vous connaissez Robert Lascol, j'espère qu'il est toujours en vie. Robert Lascol avait fait des cartes, il est d'Alès, il avait fait des cartes en fonction des enquêtes de Véronica et de la géologie, c'était son truc. Ça, il s'y intéressait beaucoup. Oui, ça. Et Gilles Thomas aussi. Oui. Le bureau de Robert était... il est peut-être, d'ailleurs, il y a des années que je ne suis plus en contact avec lui, est couvert de cartes de ce type. Vous n'avez pas des informations sur le plateau d'Albion où s'est passé des choses au niveau des missiles et tout ça? Alors, il n'y a jamais eu de missile au plateau d'Albion. Hein. Ils ont juste commencé à construire la base. Vous êtes sûr de ça? Oui. Il n'y a pas de missile. Ah. Ils ont commencé? Ils ont démantelé. Oui, mais je croyais qu'ils avaient arrêté la construction avant de les mettre. La base a été ouverte, mais à ma connaissance, il n'y avait pas de missile encore quand ils l'ont fermée. Mais elle n'a jamais été en état de fonctionner, la base d'Albion. Même s'il y a eu des missiles, c'est possible que je l'ai loupé, elle n'a jamais été opérationnelle. Thierry, Oui. Thierry, est-ce que parmi les cas non expliqués, il y a des cas vraiment bizarres? Je m'explique un peu oui. fort. Oui. On peut imaginer qu'on ne pourra pas les expliquer avec la science actuelle. C'est ça? Oui, parler de militaires, il y a une famille d'un fusilier marin qui nous a appelé, alors c'est pas dans la région, hein, on a fait le déplacement vu l'étrangeté du cas, qui nous a appelé pour nous dire qu'en gros qu'ils avaient vu un ovni qui les avait survolés de nuit sur la route, qui s'était posé dans le champ d'à côté, on a trouvé effectivement des traces qu'on n'a pas pu expliquer, et que dans la foulée, il y avait eu, ces enfants avaient été réveillés la nuit par un Men in Black, c'est le Men in Black dont je parlais, et les enfants interrogés séparément. Quand je dis interroger, c'est gentiment, hein. C'est pas, on tape pas. C'est par une ex-membre qui s'appelle Angélique et moi. Enfin non, il y a qu'elle qui avait interrogé les enfants séparément, je m'occupais des adultes. Les enfants ont dit que le Men in Black était sorti de leur chambre en franchissant le mur et la fenêtre fermée, avec un volet fermé. Donc ça, c'est un cas qu'on a enregistré, on a enquêté dessus pendant un an et demi. Dans un premier temps, la gendarmerie nous a dit qu'ils n'avaient rien, et dans un deuxième temps, on s'est aperçu qu'ils avaient quelque chose, puisque c'est eux qui nous ont rappelé
pour savoir à quelle date ça s'était passé, à quelle région, et ils nous ont rappelé tous les, je sais plus trop, là, deux mois, on va dire 2 mois et demi, 3 mois, pendant 1 an et demi justement, pour voir si on avait des nouveaux trucs. Alors, entre-temps, on avait appris qu'effectivement, d'autres témoins avaient vu des hélicoptères de la base militaire qui était pas loin, à quelques 10 ou 15 kilomètres, prendre en chasse un phénomène cylindrique obscur, relativement obscur. Il y avait une quinzaine de témoins. Alors là, je te dis de mémoire, j'avoue que j'ai pas repotassé le dossier depuis des années. Si c'est peut-être pas 15, c'est peut-être 10 ou 20, je ne sais plus. Les gamins, oui, c'est vrai que j'ai oublié. Heureusement qu'il a de la mémoire. Les gamins avaient aussi perdu leur pyjama. Voilà. Ouais. Pour moi, c'est pareil. Perdu, pas retrouvé. Oui, ils étaient plus là, quoi. C'est un vieux dossier, ça. J'ai pas replongé dedans depuis longtemps. Hein. Il doit y avoir plein d'infos. C'est un cas très très étrange. Le fusilier marin, en plus, ne voulait pas passer évidemment par la gendarmerie parce que du point de vue de la marine, puisque le fusilier marin dépend de la marine, ça pouvait lui créer des soucis. Bref, c'est un cas extrêmement étrange. Un autre étrange, j'en parlais à quelqu'un aujourd'hui qui m'a posé la question. C'est dans l'Aude ce coup-ci. C'est une famille qui vit à son voisin le plus proche, en gros, est à 2,5 km. Pour du fait de la profession de la famille, elle a besoin de beaucoup de terrain, de prairies. Donc elle vit au milieu de rien. Et une nuit, vers minuit, là encore, c'est enregistré, je peux me tromper, je parle de mémoire, j'ai pas revu le dossier depuis longtemps. Hein. C'est peut-être 11h, c'est peut-être 1h. Bon. Vers minuit, les chiens aboient, il y en a un qui veut absolument sortir. Bon, le père et la mère descendent à la cuisine. Ils vont boire un peu d'eau, ils ouvrent le chien et en fait le chien ne veut pas sortir, il aboie. Et il regarde par la fenêtre de la cuisine, il y a un immense pré. Et il voit d'abord, je ne sais plus dans quel ordre, mais il y a un balai lumineux de couleurs différentes et variées dans le ciel. Et au niveau du sol, il voit une entité qui se déplace. Je dis une entité de forme relativement humanoïde, mais avec des bras extrêmement souples comme des tentacules. J'arriverai pas à faire le geste correct. Et une lumière, alors je ne sais plus si elle était au-dessus ou à côté, je ne me souviens pas, et qui glisse, qui ne marche pas, qui glisse au niveau du sol de la prairie, semblant chercher quelque chose. Non, elle glisse, elle ne saute pas, elle glisse. Et elle semble chercher. En fait, ça nous avait fait penser, si vous avez vu Mars Attack, à un moment donné, il y a un truc qui glisse. Voilà, ça nous a fait penser à ça, nous. Et donc, avec cette entité, on ne voyait pas le visage, elle était sombre, à part la lumière qui était au-dessus ou à côté. Semble chercher quelque chose dans les prairies, là. Au-dessus, il y a des phénomènes aériens, des sphères lumineuses qui volent, qui passent derrière les montagnes, qui reviennent, etc. Ils ont observé ça 1h30, je me souviens du temps. 1h30, l'aînée au moins est descendue, elle avait 16 ans. Au bout d'1h30, ça continue, les chiens sont calmés, ils vont se coucher. Moi, j'étais étonné, moi j'aurais dit, je sais pas, j'aurais appelé la gendarmerie. Bon, ok, le voisin le plus proche, il est loin, mais il y a des gendarmes, il y a des gens qu'on peut appeler, il y a quand même quelqu'un sur votre terrain, quoi. Ils n'ont pas fait, bon, on y allait, on a cherché des traces, on a trouvé des traces. Ils étaient contents, mais on les a expliqué, les traces. Comme c'est des prairies, ils avaient coupé les foins, ils avaient fait des meules. Et vous savez, quand on enlève les meules au bout de quelques jours, elles laissent une marque au sol qui va disparaître en quelques temps. Donc c'était les traces des meules de foin. Par contre, les témoins nous ont paru tout à fait sérieux et honnêtes dans leurs déclarations. Il y avait assez peu de divergences. Enfin, l'ado qui n'avait pas tout vu avait vu des choses un peu différemment de ses parents. Ce qu'on a pu constater, c'est que si le mari était calme quand il parlait, la dame ne l'était pas. L'ado avait l'air de s'en fiche comme de l'an 40. Et la dame, 1 an plus tard, je faisais une rando au Mont-Bouquet, dans le Gard, et j'arrivais au niveau de là où il se lance en deltaplane à faire un aile volante là en haut, et le téléphone sonne, c'était la dame qui me téléphonait en pleurant parce qu'elle était toujours traumatisée, parce qu'elle avait vécu. Bon, nous, on y était allés, on avait fait entre-temps, on était allés enquêter sur le terrain, on avait dormi une nuit ou deux, je ne sais plus, sur place, on n'avait rien vu. Sous la tente. Oui, c'est pas confortable, je sais, mais bon, mais arriver de dormir sur le sol, j'aime pas du tout ça, mais bon, on le fait tous. Oui.
Le pourquoi, non. Non, en fait, ils ont fait un dessin, on leur a demandé de faire un dessin. Alors c'est surtout un des deux, je ne sais plus lequel, comment il s'appelait, les prénoms j'ai oublié. Mais c'est surtout un des deux qui a fait le dessin avec son frère. C'était des gamins d'une dizaine d'années. Pourquoi? On n'a pas le pourquoi. Ce qu'ils savent, c'est que quand ils se sont réveillés, ils sont sur des lits jumeaux. Donc celui d'en haut a vu un grand chapeau noir. Il y avait une petite veilleuse. Il y a un grand chapeau noir, pas de visage, un truc sombre, et le haut du buste. Et celui d'en bas, il a vu un manteau, comme un manteau avec les jambes dessous. Donc aucun n'a eu une vision totale de ce que nous, c'est nous qui l'avons appelé Men in Black, en fait, c'est pas les gamins. Et à un moment donné, quand ils se sont réveillés et qu'ils crient, ben, il était face à eux, en train de les regarder. Il s'est dirigé, donc vous aviez le lit là, il s'est dirigé vers sa droite à lui, et il a franchi, d'après les gamins, le mur et la fenêtre, et le volet fermé. Oui. Et il y avait un système d'alarme que le père nous a montré. Et effectivement, si on essaye d'ouvrir, alors nous on n'est pas passé à travers le mur, on a ouvert la vitre, on a ouvert la fenêtre, ça a déclenché le système d'alarme. Rien que nous ayons remarqué. Par contre, on a fait une enquête de voisinage à propos de l'observation d'OVNI, pas du Men in Black, on n'a pas parlé du Men in Black. On a fait une enquête de voisinage à propos de l'OVNI qui avait été observé sur la route, etc. On a retrouvé, je crois, 4 autres familles du quartier qui avaient vu l'OVNI. Alors, pas forcément la même forme tout à fait, mais bon, il y a toujours des descriptions différentes. Mais sur le même créneau de temps, on avait 4 autres familles qui ont vu le phénomène OVNI. Donc c'est un cas très étrange. Mais s'il est à la retraite un jour et s'il veut venir, s'il n'a pas déménagé, que je peux toujours le contacter, je pense que je demanderai au père de venir. Il est carré quoi dans ses déclarations. Il n'est pas dans la région. Mais s'il veut bien venir. Une dizaine d'années. Alors pareil, c'est peut-être 8, c'est peut-être 9, c'est peut-être 11, une dizaine d'années. J'ai pas potassé tous les dossiers avant de venir. Je suis une feignasse, je sais. Oui, je me demandais si ça pouvait pas être des fantômes. Il y a des fantômes. Alors, je ne sais pas s'il y a des fantômes. J'en ai croisé un, moi. D'accord. Vous voulez en parler rapidement Je ne croyais pas aux fantômes non plus. C'était presque matérialisé, je veux dire. Une nuit, je me suis levée. Il n'y a pas que moi. Hein. Dans la chambrée, et j'ai croisé quelqu'un. Je croyais que c'était une copine. Le lendemain, je lui ai dit ah ben tiens, on s'est bousculé cette nuit. Elle m'a dit ah non, pas du tout. Alors, et en fait, j'ai compris que ça devait être un fantôme. En ufologie, il arrive que les gens se réveillent dans ce qu'ils nous racontent avec une présence à côté d'eux qui ne qualifie pas eux de fantômes. Et ils vont parler plutôt d'entités, d'extraterrestres, etc. Oui, ça arrive en ufologie. Là, tel que nous avons analysé la situation suite à l'observation d'OVNI, connaissant évidemment le folklore, connaissant les Men in Black, que ce soit vrai ou pas, nous on n'a jamais vu de Men in Black. Enfin, je crois pas. Hein. À part celui de tout à l'heure, à la chemise ouverte ou pas ouverte. Non mais c'est... Bon, vous en rigolez peut-être, mais... il vaut mieux en rigoler. On peut rigoler des ovnis aussi, mais je veux dire... Ah ben on le fait, heureusement. Non, mais je veux dire, j'ai mon neveu aussi qui est très cartésien, très très cartésien, et il avait une copine qui habitait rue Coppecambe, à Montpellier. Eh bien, il y avait un fantôme qui l'a dérangé sans cesse. Et alors, il y a été, Philippe y a été, alors qu'il n'est pas du tout fantôme ni rien, lui. Il lui a dit, écoute, maintenant tu vas sortir, tu vas nous laisser tranquille, on ne te veut pas de mal, mais ne nous embête plus. Et ça a été fini. Oui, non, mais je ne suis pas allé jusqu'au bout peut-être de ma réflexion. Ce que je voulais dire, c'est que quand quelqu'un se réveille et décrit une entité extraterrestre, c'est un peu la même chose que ce que vous me dites. Simplement, c'est l'analyse qui est différente. Pour vous, c'est un fantôme. Et pour la personne qui vient nous parler, c'est une entité extraterrestre. Mais en fait, c'est des phénomènes qui sont peut-être connexes, qui se rejoignent. C'est pas un souci.
Mais l'analyse que la personne en fait, si elle nous contacte, est différente de la vôtre. Et peut-être que vous, c'était un fantôme, effectivement, ou peut-être pas, et que c'était lié à l'ufologie, un extraterrestre, on va dire. Et peut-être que ceux qui viennent nous voir, en fait, ils ont vu des fantômes, mais d'après leur culture, ils en font des extraterrestres. La seule chose qui est sûre, c'est qu'on n'a jamais pu, nous, en voir un directement et lui poser la question. Mais les témoins, fréquemment, racontent ce genre de choses. Dans le Gard, vous avez une dame qui vit dans un endroit merveilleux. J'ai mis 5 minutes en voiture avant d'arriver à la maison depuis le portail. Qui, pendant des années, a déclaré rencontrer la nuit, être dérangée par... Alors, elle, c'était des entités extraterrestres. Il y a d'autres questions? Oui, tu veux que j'en dise 2 mots? Oui. Alors, l'exemple de... c'est pareil, c'est les années... Enfin, c'est comme Rose C, c'est les années 50. On a un monsieur qui va promener son chien. Non, je viens de penser au surnom qu'il avait. Et... Vous n'avez pas ramassé des escargots? Oui, il allait promener son chien. Il a des champignons. Ah, des champignons, des escargots. Des escargots, peut-être, oui. Il amène son chien, il promène son chien, et puis le chien et lui, il voit arriver des phénomènes aérospatiaux non identifiés, donc des pannes, des ovnis, si vous voulez, au-dessus, qui vont jusqu'au-dessus d'eux. Le chien va pile se mettre dessous les ovnis, tandis que l'homme reste un peu à l'écart. Bon, ça aurait pu en rester là, sauf que dans les jours qui suivent, le chien est malade, il perd ses poils d'abord, il va pas bien, sa peau devient bleutée, il a des hémorragies, les hémorragies le tuent. Donc, toutes les caractéristiques d'un empoisonnement radioactif. Sauf qu'on est dans les années 50 à Assas, quoi. C'est la banlieue de Montpellier, il n'y a pas de base, il n'y a rien. Donc, les enquêteurs, dont Bruno, dont tu parles, a relié ça à l'observation. Est-ce que le chien a été irradié par des phénomènes ovnis? Un autre élément quand même remarquable dans cette histoire, c'est que le chien est mort peut-être après avoir été irradié, mais lui, sur le coup, comme il s'approchait des ovnis, il a été paralysé, il est resté paralysé sans pouvoir bouger, donc il restait debout pendant peut-être 20 minutes jusqu'à ce qu'il ne parte. Ça rappelle le cas de Maurice Mas à Valençon. Il y avait eu des trucs de ramasser qui avaient été stockés par le maire dans un garage qui ont disparu. Oui, il y a plein de choses. Il y a aussi la kiné qui était une géante extraterrestre, enfin kiné, je crois, masseuse, qui aurait été une extraterrestre. Enfin, c'est compliqué. C'est le KGB. Hein, vous connaissez le KGB. Donc le KGB, c'était le surnom tout à l'heure qui m'est revenu. C'est compliqué, il y a plein de choses bizarres, invérifiables. Des membres de l'assaut ont essayé d'avancer un petit peu sur le dossier. Vincent, je crois, Thierry, Bruno, c'est compliqué, oui Gilles. Ah, ben vous avez voilà, vous avez au moins un exemplaire de 3. Bon, c'est moins bien que OVNI en Méditerranée, mais c'est pas mal. Hein. Ah ben, l'éditeur est un ami, alors il m'a dit qu'est-ce que tu fous là, ça se vend moins. Bon bref. Non, c'est une excellente enquête de l'affaire D. Collector. Hein. Il y a plein de dossiers comme ça qui méritent le détour. Et vous êtes libre de les accepter tels quels ou de les rejeter. Faites-vous votre opinion, en tout cas en les lisant. Ça ne suffit pas d'aller sur Internet. Et honnêtement, vous me fermez Internet, ça vous serez beaucoup mieux, point de vue ufologie. Vous prenez des bouquins, vous allez sur le terrain. Et n'écoutez pas Internet. Je voudrais savoir si dans toutes ces observations, il y a plus d'hommes. Il y a un peu plus d'hommes. J'ai les stats. Alors, il y a un truc bizarre dans le phénomène OVNI, c'est que dans les associations ou dans les ufologues, 90% sont des hommes. Il n'y a quasiment que des hommes. Bon, sans doute que ces dames nous trouvent un peu trop bizarres, mais dans les témoins, c'est plus équilibré. Il y a une très légère majorité d'hommes, disons à peu près 60-40. Alors, pas du tout. Je vous promets, Sabine, tu m'écoutes, je vous prends très au sérieux, mesdames. En tous les cas, dans la parole de l'homme est plus...
Non, on vous prend au sérieux. Attends, j'ai remarqué une chose, c'est que dans le phénomène OVNI, quand il s'agit d'un pilote, soit long courrier ou bien un pilote militaire, un avocat, un médecin, et c'est là qui va déposer avoir vu justement un phénomène, il sera beaucoup plus pris au sérieux et ce sera bien précisé dans l'enquête que cette personne est pilote, donc elle a des compétences. Mais si c'est quelqu'un, sous-entendu, elle a des compétences, donc un jugement beaucoup plus éclairé, sous-entendu. Alors que s'il s'agit d'une personne lambda ou qui n'a pas, je veux dire, fait d'études ou voilà, c'est un peu moins pris au sérieux. Tu as raison. Toutefois, je reviens sur Manissès, encore. Les pilotes ont été bien sûr très pris au sérieux. D'ailleurs, le pilote militaire que j'ai retrouvé, avec qui je suis en contact, n'a pas été gêné dans sa carrière de pilote de chasse. Après, il a continué, même s'il avait officiellement déclaré avoir poursuivi un ovni. Hein. Mais le seul qui ait pris des photos, c'est un garagiste. Hein. C'est vrai que c'est une tendance générale ce que tu dis, mais il faut quand même rester. Ouais, sans les photos, au niveau des témoignages, c'est vrai que bon, on accordera beaucoup plus d'importance à quelqu'un qui est pilote que bon, l'autre il est boulanger. Bon, d'accord. La dame dont je parlais tout à l'heure et qui on n'a plus le contact n'avait pas de profession. Et pourtant, on l'a prise au sérieux. Chez nous, on prend tout le monde au sérieux, honnêtement. Hein. Oui, à OVNI Languedoc, oui, j'ai remarqué. Mais alors, après, de façon générale... Quand tu passes dans les médias ou que tu élargis un petit peu le phénomène dans d'autres... tu as raison. Voilà. Tu as raison. Gilles. Alors, je vais répondre à la dame sur le partage homme-femme dans les associations ufologiques. Je vais dire qu'aujourd'hui, il y a des associations pluridisciplinaires qui s'intéressent aux ovnis, mais à d'autres phénomènes paranormaux, et c'est beaucoup plus féminisé. C'est assez étonnant. Enfin, voilà. Oui, les femmes, c'est il faut savoir que dans les 10 premières associations françaises qui ont été créées dans les années 50, il y en avait quand même une qui était dirigée par une femme. Voilà. Hein. Mais effectivement, entre les années 60 et les années, je dirais, 90, effectivement, j'ai remarqué qu'il y avait bien sûr des femmes, mais c'était vraiment une écrasante majorité d'hommes. Et depuis les apparitions de certaines associations, même déjà dans les années 90, d'associations pluridisciplinaires, les plus féminisées. Comme si les dames s'intéressaient plus.